jeunesse, Kyoto. Et bienvenue à Kyoto, la ville des temples. Bon, en vrai, ce serait un peu abusé de résumer Kyoto, la ville des temples. C'est aussi la ville des geishas, c'est aussi une ancienne capitale du Japon, mais tout ceci est à peu près lié par l'histoire. Et on va le voir au cours de cette semaine de voyage à Kyoto. Au parc du temple Heian, et c'est un parc également très beau à voir au printemps et surtout en fin d'automne, parce que là on est le 11 novembre, il fait encore 20 à 25 degrés à Kyoto, donc il n'y a pas encore les couleurs d'automne, ce qui est un peu dommage, mais le parc reste quand même très beau. Le parc a été élu plus beau parc ayant été créé sous l'ère Meiji. Et bon, il est particulièrement connu pour les sakuras, donc les cerisiers en fleurs. Évidemment, c'est pas la saison, mais il n'empêche que voilà, surtout ce côté-là, avec le pont et le temple, c'est quand même très très beau. Donc là, on est au Kodaiji, qui est un très beau temple qui a été fait par une dame en l'honneur de son défunt mari. Donc j'en attends pas moins pour moi. Quand ça sera venu, quand l'heure sera venue. À l'instar de Tokyo, Kyoto est une ville principalement tournée vers le passé et la tradition. Si elle possède de nombreux temples, c'est grâce à son ancien statut de capitale du Japon. Les shoguns et empereurs les ont édifiés et aujourd'hui, ils représentent les mœurs et les traditions de l'époque. Donc on vient de rejoindre le chemin de philosophie à Kyoto. C'est une promenade le long d'un petit canal. Normalement il y a des cerisiers en fleurs, mais bon là évidemment c'est pas la saison. C'était vraiment un chemin emprunté par deux philosophes de l'université de Kyoto. Et en fait avec les sakuras, avec les cerisiers, donc c'est devenu super populaire, même à l'époque, donc dans les années 1600-1700. Et donc c'est devenu une balade, donc qui a pris le nom de chemin de philosophie, pour juste se balader le long du canal. Comme on peut l'entendre, c'est vraiment calme, il n'y a pas du tout de voiture, c'est à l'écart de la ville. Et c'est vraiment magnifique. Quand on vient du sud, le chemin de philosophie emmène au pavillon d'argent, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce temple a d'abord été construit comme une villa pour la retraite d'un shogun, et pour le construire, il se serait inspiré du pavillon d'or qui appartenait à son grand-père. L'activité et l'art qui se développaient au pavillon d'argent influençaient, à l'époque, tout le Japon et sa culture. L'importance de la préservation de la nature, c'est aussi, quand l'arbre grandit, de le maintenir pour qu'il continue de pousser dans la direction voulue et qu'il ne s'effondre pas. Et ça fait toujours partie de l'esprit zen. Pour ce qui est du pavillon d'or, c'était notre prochain arrêt. Recouvert de feuilles d'or, ce temple, qui était d'abord un palace, était le cœur politique de Kyoto à la fin du XIVe siècle. Et c'est ici qu'étaient reçus les différents empereurs du Japon ainsi que les partenaires chinois. Le Kinkakuji est également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. Là on est au Daikakuji et c'est un temple qui possède une bambouserie avec enfin
personne. Si tu viens la nuit dans la forêt et que t'entends cette musique, je pense que t'es un peu en flip quoi. En automne, on peut trouver de nombreux festivals d'illumination nocturne pour ce qui est appelé le Momiji ou le Momiji-gari, soit littéralement les feuilles d'automne. Comme les sakuras au printemps, les Japonais viennent admirer les couleurs d'automne. Bon ben voilà, on est bien arrivé à Nara avec nos petits potes, les petites biches. Bon lui c'est pas une biche mais vous avez compris quoi, genre toi t'es une biche quoi. On regarde de travers d'ailleurs. Bon alors on a essayé d'acheter des biscuits et je me suis fait bouffer mon t-shirt juste là, parce que vraiment elles attaquent. Coup dans le cul. C'est vrai que ça attaque, hein. Ça attaque quand même. Plus de 1200 cerfs et biches se trouvent dans le parc de Nara qui est ouvert au public. Jusqu'à la moitié du XXe siècle, il possède un statut sacré comme entité divine. Et habitué à être nourri de crackers par les touristes, il n'hésite pas à bousculer et à encercler quiconque a des crackers en main. Autre particularité de Nara, c'est que c'était aussi une capitale du Japon, donc il y a des très grands temples et notamment le plus grand Bouddha à l'intérieur, il me semble, un truc comme ça. NANI ? À vérifier, mais là on y va, c'est le Daibutsu-mon, il me semble. Après le Kiyomizu-dera, nous sommes partis vers le Fushimi Inari Taisha. Ce sanctuaire est particulièrement connu pour ses chemins aux centaines de torii et est l'un des plus populaires de Kyoto et du Japon. Et pour cause, une bonne partie de l'ascension ressemble à un embouteillage humain. Voilà quoi, bienvenue au Fushimi Inari Jinja. Le sanctuaire est dédié à la Kami Inari, dont l'une des représentations est le renard. Les torii sont des offrandes de particuliers ou d'entreprises qui cherchent la richesse et l'abondance,
vertu associée à la fameuse déesse Kami Inari. Pour les plus téméraires, la grande boucle qui rajoute 30-40 minutes de marche, dont une partie en montée, permet de se défaire de la foule et de profiter encore plus du sanctuaire. Une montée comme ça, c'est sûr que ça écrème des gens. Ouais, ponctuellement, autour des chemins, il y a des lieux de recueil. Des lieux de culte, un peu comme ça, avec des petites tories rouges qui dénotent des pierres grises. C'est très beau. Ce soir, c'est cérémonie du thé à Kyoto, dans le quartier de Gion. On attend les autres convives et puis on va être parti pour 1 heure de cérémonie du thé. Alors pendant la cérémonie du thé, on pouvait pas prendre de vidéo, mais juste des photos, donc je vais expliquer comme ça. La cérémonie du thé est sûrement ce qu'il y a de plus japonais. C'est un ensemble de traditions réunies en une activité. Tout d'abord, l'hôte, ou la maîtresse de maison dans notre cas, nous accueille et nous devons admirer la décoration installée pour l'occasion, c'est-à-dire un rouleau de calligraphie, un arrangement floral, ou alors dans notre cas, le panneau décoré devant lequel elle se tient. Ensuite, elle procède au nettoyage des ustensiles avec lesquels le thé sera préparé. Nous pouvons, pendant ce temps-là, admirer les bols qui nous ont été attribués et déguster notre première sucrerie. On place ensuite le thé matcha, ou la fameuse poudre verte, dans notre bol et la maîtresse de maison vient nous verser l'eau chaude. Il faut alors fouetter le matcha d'une certaine façon, d'abord en 8, puis d'avant en arrière avec le poignet pour obtenir de la mousse, et on termine avec un cercle pour montrer que notre matcha est prêt. Avant de le déguster, on prend le bol à 2 mains, on tourne la face la plus belle de notre bol vers notre hôte en signe de respect, et nous buvons. La dernière gorgée doit être bruyante pour signaler qu'on s'est régalé. On termine avec notre dernière sucrerie et la cérémonie est terminée. Avec ses temples vieux de plusieurs siècles et ses traditions toutes plus complexes les unes que les autres, Kyoto est une véritable plongée dans le passé du Japon. Pourtant, les Japonais s'inscrivent toujours aujourd'hui dans ces traditions au point où il n'est pas tout à fait correct de parler de passé. Le Japon a évolué, mais malgré ça, les traditions japonaises sont toujours bien ancrées partout. Le prochain arrêt de notre aventure nous mènera lui à Hiroshima.